Moi, j'aimerais évoquer la figure de Guillaume dans le film, qui est ce petit garçon qui ne peut pas, y compris dans cette classe à tout petits effectifs, avec une enseignante spécialisée, extrêmement bienveillante, un directeur d'école qui ne se pose pas la question de ne pas accueillir des enfants en situation de handicap. Et Guillaume, lui, c'est trop dur pour lui. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas... L'inclusion, c'est pas forcément une obligation, une injonction pour certains enfants, et notamment des enfants qui ont des difficultés autistiques. La situation de classe avec les autres, elle peut être une grande souffrance. Quoi qu'on mette comme moyen pour aller avec. Je parle d'un point de vue qui est celui... Je suis enseignante, j'accueille des enfants en situation de handicap, je suis également parent d'enfants autistes. Donc si vous voulez, j'ai toutes les casquettes, et c'est vrai que je me dis, au cas par cas, ce n'est pas toujours la réponse de l'inclusion scolaire qui est la bonne. Et puis Guillaume, à un moment donné, l'institutrice, elle dit, moi, je ne peux pas lui donner ce dont il a besoin là, et en tout cas, la raison pour laquelle il est à l'école, c'est d'être quand même en situation d'apprentissage, et là, en l'occurrence, il a d'abord besoin de soins. Bon, voilà. Bon, pour aller dans votre sens. En même temps, moi je me dis, peut-être qu'il y aurait une deuxième ABS, parce que c'est vrai que cette année-là, on n'a pas arrêté toute cette année-là, parce qu'on était débordés. On n'a pas arrêté de réclamer une deuxième ABS, parce que ce qui arrive dans certaines classes, etc. Bon, elle est jamais venue, ou il est jamais venu. L'année d'après, par contre, il y en a eu 2 ou même 3 qui sont arrivés. Voilà, il a fallu un peu plus de temps. Mais peut-être que cette année-là, s'il y avait eu un adulte de plus, peut-être qu'il aurait été possible qu'il reste. On n'en sait rien. Voilà, moi, vous en doutez, j'imagine. Mais en fait, c'est les conditions... Enfin, on ne peut jamais trop savoir, en fait. Je crois que c'est plus... Pour moi, l'inclusion, c'est plus... L'idée, c'est d'avoir vraiment une réflexion générale sur... qu'il y a toute une école derrière, et que tous les enfants sont ensemble, et qu'il y a plus d'adultes. Mais la classe fermée, comme ça, pour moi, c'est pas de l'inclusion. Enfin, on parle d'intégration, et elle marche pas forcément toujours, effectivement, mais peut-être qu'il y aurait eu plus d'adultes, ça aurait été un début, enfin, je suis pas très claire, mais un début d'accompagnement peut-être plus adapté. Mais l'école n'était pas forcément l'école aurait pu être un lieu pour lui si des moyens avaient été plus réunis. Parce que je pense qu'il n'avait pas forcément beaucoup besoin de plus de soins que les autres. Et puis des soins, ils en reçoivent, les enfants. Parce que, je veux dire, il y a vous avez vu les intervenants à l'extérieur qui viennent, le psychologue, l'orthophoniste, etc. Donc qui vont soit ils viennent dans l'école, soit les enfants sont sur des temps précis avec les taxis emmenés chez les orthophonistes. Donc il y a quand même un suivi de soins. Donc moi je pense qu'on peut, en réorganisant les choses de manière plus adaptée, je sais pas si l'école n'aurait pas été quand même une solution. Oui, si on s'en tient aux définitions des textes, à la Convention des Nations Unies, etc., l'ULIS, c'est pas l'inclusion, c'est l'intégration. C'est un groupe d'enfants différents au sein d'une école ordinaire. Mais j'en profite pour rebondir, pour poser une question à vous, Marie-Liesse, toujours. Dans le documentaire, on perçoit, je suis obligée de passer, on va dépasser le débat des définitions. Dans le documentaire, on perçoit des gestes de solidarité entre les enfants, et c'est très touchant d'ailleurs, on en perçoit à plusieurs moments. Et est-ce que vous pensez que cette solidarité, elle est implicitement engendrée par le fait que ce soit un dispositif Ulysse, qu'il y ait un nombre restreint d'enfants, par exemple? Est-ce que cette solidarité aurait pu se manifester avec un groupe beaucoup plus important, enfin de 30 enfants, par exemple? Est-ce que c'est le fait qu'ils aient eu le temps de faire connaissance, qu'il y ait cette entraide naturelle parce qu'ils savent qu'il y a des difficultés? Par exemple, on voit un petit garçon qui est très soucieux de Guillaume à un moment donné. Alors, moi, je suis un peu, je suis étonnée parce que moi, je les percevais plus chacun dans leur bulle, en fait, tous ces enfants. Alors, c'est vrai qu'il y a Hugo qui n'est pas d'ailleurs autiste, qui n'est pas diagnostiqué autiste, qui est peut-être de non spécifié, comme, c'est ce que le médecin leur a dit, qui est effectivement, lui, très empathique,
par rapport à tous les autres, et notamment vis-à-vis de Guillaume, mais vis-à-vis de tous, hein, il s'inquiète de tous, mais c'est le seul. Et du coup, bon, il y a des petits gestes, effectivement, de tendresse, même, mais sinon, moi, je n'en voyais pas des moments. Alors, vous en voyez, mais moi, je vois plus les gestes de solidarité avec les autres enfants de l'école, en fait. Il y en a un qui vient, une petite fille qui vient chercher Jocelyn qui ne veut jamais se lever, quand il y a les jeux, dans ce qu'ils disent, comment ils en parlent aussi, on sent vraiment une attention, etc. Mais nous, entre nos élèves, bon, on voit Antoine, effectivement, le petit Antoine qui va faire un bisou à chacun, peut-être c'est ça aussi qui fait que vous dites, mais c'était quand même très incité par nous-mêmes, naturellement, si on les laissait dans la pièce, il n'y avait vraiment pas grand-chose comme communication entre eux. Voilà, moi je pense qu'il y a un esprit voilà, qui paraît, mais plus dans le sens... et après, je pense pas que l'Ulysse... encore une fois, c'est je sais pas comment dire, c'est les conditions, l'esprit qui va régner dans l'école avec des adultes, la bienveillance, etc., qui peut créer ce sentiment de solidarité entre les uns et les autres. Alors, est-ce que ce que je vous propose, je voulais vous proposer de parler du rôle du jeu dans l'enseignement, dans les classes. Nous, on fait le pari que, et donc c'est les deux écoles, si elles veulent bien apporter leur regard, on fait le pari que le jeu va amener des choses très intéressantes dans les classes, que l'on parle d'Ulysse ou non, hein, d'ailleurs, dans toutes les classes. On a fait un premier pari, on pense que peut-être le jeu peut créer des passerelles entre les enfants qui sont diagnostiqués, qui ont l'étiquette MDPH, et les enfants qui ne l'ont pas, qui sont considérés comme ordinaires. Est-ce que vous voulez parler de cet aspect-là, Madame Biara? En fait, ça rejoint un petit peu ce qui s'est dit, parce que l'inclusion, c'est pas juste l'élève en situation de handicap qui va dans la classe. L'inclusion, elle peut aussi être, alors moi je suis en Ulysse, elle peut aussi être avec des élèves ordinaires qui viennent dans l'espace Ulysse. Et là, du coup, l'inclusion, elle se joue pas du tout de la même façon, parce que le regard des autres qui viennent dans l'espace Ulysse, qui en soi aujourd'hui est un espace ouvert, où effectivement, on pourrait imaginer que l'enfant il est là juste à des temps très très précis, le moins possible, et où il est en inclusion. Après l'inclusion pour l'inclusion, je suis pas sûre, enfin non, je suis sûre que c'est pas possible. Pour en revenir à ce que disait la maman enseignante là-haut, on le voit quand on fait les ateliers par exemple avec des enfants ordinaires qui viennent dans l'espace Ulysse. Il y a de suite quelque chose qui se joue au niveau du bruit, au niveau de l'agitation, au niveau de tout cet envahissement en fait d'autres enfants qu'on est obligé de prendre en compte pour mener des ateliers jeux avec des enfants ordinaires aussi. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans cette expérience-là, les jeux qu'on a, on peut les utiliser en amont en Ulysse. Alors ce qui a permis en tout cas nous de révéler un élève avec un potentiel plus sur un repérage biospatial, et qui a permis après de le mettre en situation vraiment extraordinaire, de se voir fort dans ça, alors que par ailleurs il est échoué en difficulté sur plein d'autres choses, y compris son image à lui qui se détériore assez vite parce que dans une problématique de mémoire assez compliquée. Mais je crois que le fait que les autres viennent aussi, et que ce sens de l'inclusion, c'est pas juste l'élève dans une classe, c'est dans toute l'école en fait qu'elle se joue l'inclusion, je crois. Du coup, le jeu avec des CE2, avec des CP, avec peu importe. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, je sais pas. Oui, si vous voulez. Non, pour revenir sur les propos déjà au départ de Joël et puis de la maman, oui, je pense que quand on regarde un petit peu les mots extraits du mémoire, on retrouve
les périodes liées à la loi. Hein. On passe de l'exclusion vers, après la ségrégation, puis l'intégration, et maintenant on est sur le I de l'inclusion. Donc on le retrouve, et heureusement, comme l'a très bien dit Joël, que depuis quelques années, il y a eu des impositions d'un point de vue de la loi pour essayer de changer les choses. Mais même s'il y a eu progrès, il y a des difficultés. Et les Ulysse, en effet, c'est un espace dans un autre espace, et donc on n'est pas dans la véritable inclusion. D'ailleurs, quand on interroge un petit peu les élèves dans la dynamique des groupes restreints, on voit qu'il y a quand même à décoder quand même les significations qu'ils ont dans ces relations à autrui. Des jeunes de SECPA, ils s'appellent eux-mêmes les débiles mentaux, par exemple. Hein, donc il faut quand même le savoir. Donc c'est pas évident. Et on retrouve en fait par rapport à ces 4 mots également la perception de l'homme et de l'humanité. On retrouve le dualisme d'antan quand on est dans l'exclusion. Donc on est passé en fait du stigmate, qui est très goffmanien, justement vers la discrimination. Et ça c'est important parce que le stigmate c'est sur l'attribut justement de la personne. Or, souvent, on a vu à l'époque, au cours du XXe siècle, que l'humanité s'est identifiée à la pensée. Et le corps a une machine. Et quand une machine ne fonctionne pas, on la met au rebut. Elle est cassée. Et donc voilà pourquoi on était plus sur la rééducation que sur l'éducation. On était sur le redressement ou dresser et non pas éduquer, par exemple, un corps. Et donc on est passé justement de ce dualisme d'antan au monisme de maintenant. L'individu est une totalité agissante. C'est pour ça que le jeu peut devenir très intéressant, parce qu'il est le vecteur également d'investir l'individu dans sa totalité. Alors le jeu, en quoi il est intéressant? Eh bien le jeu, déjà, une expression que j'utilise souvent, mais quand on entre dans le jeu, on se prend au jeu. Et le jeu permet justement de jouer sur toutes les facettes des potentialités des jeunes, aussi bien d'un point de vue des sensations, des émotions, au niveau sensoriel, au niveau moteur. Et le jeu permet de mettre ensemble des personnes qui, peut-être, sans ce jeu, ne seraient pas ensemble. Et là, on retrouve, d'un point de vue de la sociologie, le conflit de Simmel, ou le conflit intéressant à vivre dès lors qu'on arrive à le résoudre, bien sûr, mais qui permet de mettre ensemble des personnes. Et le jeu, donc, en dehors de cette mise en jeu corporelle, je pourrais arriver sur certains jeux que j'ai vus, là, qui étaient assez intéressants, dont la piscine, surtout par rapport aux troubles autistiques, l'eau, vraiment sur le corps, joue énormément. On n'a plus la pesanteur en 2 mots du corps, mais justement on est vraiment dans une alcôve aquatique très intéressante. Mais le jeu est riche, parce que le jeu, contrairement à la vie sociale, il admet maintes relations entre eux. Le jeu, il peut être déterminé. On sait à l'avance qui va gagner, par exemple. On le retrouve dans les jeux de rite, que Lévi-Strauss a très bien démontré et décrit en anthropologie. Il y a des jeux qui sont, des jeux où il y a des vainqueurs et des perdants. Dans la société, parfois, on est plutôt d'un côté ou de l'autre. Et puis, il y a des jeux, ce qu'on appelle, en théorie des jeux expérimentales, ou en théorie des jeux en général, on appelle des jeux qui sont des jeux à somme non nulle. C'est-à-dire que contrairement à des activités, une activité qui est très connue de tous, c'est le sport, et un match de tennis, par exemple, eh bien, à la fin de la partie, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Ça s'appelle des jeux à somme nulle. C'est-à-dire -1 + 1 = 0, jeu à somme nulle, ce que l'un gagne, l'autre le perd. Heureusement que de la vie, on n'est pas dans des situations jouées de ce type-là. Donc le reflet, en fait, du jeu, le reflet de la société se retrouve dans des jeux, justement, où ils sont auto-codifiés, c'est aussi intéressant, et les jeux peuvent être hétéro-codifiés, mais aussi auto-codifiés. Les jeux, par définition, révèlent aussi l'adhésion de tout à chacun, donc c'est le libre arbitre. On a envie de jouer, on va pour jouer, et donc quand on dit que le jeu est éducatif, non, le jeu est potentiellement éducatif, ce qui est différent, c'est-à-dire que du fait que le jeu n'est pas un équivalent à l'apprentissage, le jeu peut potentiellement être éducatif, mais n'oubliez pas, c'est l'adhésion et le libre arbitre et la décision des joueurs. Donc si on prend l'étymologie même du jeu, on s'aperçoit que le jeu ne va pas dans le monde scolaire, à l'origine, du fait qu'il y a la didactisation du professeur qui, lui, va justement mettre des normes, une coercition, aller vers l'apprentissage. Donc le jeu peut être intéressant à vivre, car il est potentiellement éducatif, et il permet, comme je le disais, d'avoir des jeux à somme non nulle. C'est-à-dire que ce que l'un gagne, l'autre ne le perd pas. Donc on peut arriver sur des jeux de coordination, sur des jeux de coopération.
On peut arriver sur des jeux où justement c'est l'agrégation de chacun qui permet d'y arriver, donc purement coopératif. Bref, on arrive sur des systèmes que dans la vie sociale, on n'a pas et qu'on retrouve dans le foisonnement justement des jeux, de leurs règles. Et contrairement à ce que certains pensent, soit que le jeu est intéressant au niveau scolaire, il n'est pas infantilisant. Et là, je peux reprendre bien sûr les propos de Mérieux. Pourquoi il n'est pas infantilisant? Parce que justement, il y a des règles. Et on retrouve le contrat, dans le contrat social justement de Rousseau, on peut faire un parallèle avec le contrat ludomoteur, on va dire, ludique, justement dans les jeux. Il y a des règles, donc il y a les prémices à la socialisation. Donc voilà pourquoi le jeu est intéressant à vivre, je vous dis, surtout dans ces acceptions justement de certaines règles. Vous voyez, je peux jouer avec une personne, ce partenaire peut devenir mon adversaire. D'ailleurs, on l'a vu sur différentes déficiences avec des jeunes, très intéressant de travailler sur les différentes règles des jeux qui permet de travailler sur des réseaux de communication qui sont absorbants. Celui qui est contre moi devient mon partenaire. Vous voyez? Et ça, c'est les règles qui le veulent. Et donc, on peut travailler sur les différentes facettes du jeu qui est intéressant. Ensuite, là, vous avez des jeux qui sont des jeux plutôt qu'on appelle des jeux de type cognitif ou des jeux de table, des jeux de tablier, qui permettent également de mettre les uns autour d'une table. Et là, ça devient intéressant parce que la rencontre à l'autre est riche par ces différences. Mais il y a aussi des jeux qui permettent de gommer les différences. Alors, si vous prenez des jeux plutôt sportifs, où il y a toute la mise en jeu corporelle, ce qui est intéressant, il y a le Torball, qui est un jeu où si on a une difficulté de type de type visuel, eh bien on a un bandeau, et donc on enlève cette difficulté. Donc des malvoyants, des non-voyants vont jouer, et là on égalise justement, il n'y a plus de déficience, parce que tout le monde joue, mais ne voit pas. Et donc on va potentiellement travailler sur d'autres caractéristiques des jeunes, d'autres sensations qui ne seront pas sur le plan visuel, mais parfois sur le plan auditif, sur le plan des interactions. Et enfin, in fine, ce qui est important dans le jeu, c'est que souvent, le jeu permet de réduire la distance sociale, et la distance corporelle, en général, il y a une distance sociale. Merci. Est-ce que vous voulez parler de votre expérience à l'école du Mirail? Alors déjà, moi, comme je suis au collège, la problématique ne se pose pas de la même façon qu'une Ulysse-école. Il y a beaucoup d'inclusion. Donc les élèves, quand ils commencent l'année, ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas en Ulysse, ils sont dans leur classe. Parce qu'ils ont une classe de 3e 1, 3e 2, 6e 3, enfin peu importe. Et au fur et à mesure de l'année, de leurs difficultés et de leur pathologie, je prends en charge certaines matières pour essayer de les aider à avancer dans l'acquisition de compétences et de savoir dans ces matières-là. Donc en ce sens-là, je trouve que c'est une vraie inclusion, parce que finalement, ils ne sont pas inclus dans leur classe, mais ils sont inclus en Ulysse, quand ils ont des difficultés dans leur classe. Ensuite, pour ce qui est des jeux, il y a eu une petite difficulté au départ, c'est qu'au collège, les élèves, ils n'ont plus l'habitude de jouer. Ils sont dans leur classe, ils suivent des cours, qui leur plaisent ou pas. Et du coup, il a fallu déjà se remettre en route au niveau de l'acceptation de ne pas faire cours, de jouer, de laisser un peu de côté le scolaire pur. Et ce qui les a intéressés, c'est de savoir au préalable, peut-être contrairement au primaire, ce que ça allait leur apporter en termes de savoir-faire, savoir-être aussi, et de compétences qui pouvaient ensuite être transposées dans des matières plus classiques. Moi, j'ai commencé à jouer uniquement avec les élèves de l'Ulysse pour travailler sur la mémoire, la mémorisation de lexique, la mémorisation dans l'espace, sur aussi la verbalisation. Et ce qui les a intéressés, comme disait, je ne sais plus le monsieur, c'est de travailler à plusieurs, de coopérer. Donc de rentrer dans une mutualisation des savoirs et du coup construire ensemble des compétences et des savoirs que seuls ils n'arrivaient pas à construire. Après, la richesse de l'Ulysse dans laquelle je travaille, c'est qu'il y a des élèves qui sont multi-10, il y a des élèves qui sont dans le spectre autistique,
Il y a des élèves qui ont d'autres pathologies et comme les pathologies n'engendrent pas les mêmes difficultés, ils ont pu s'aider les uns les autres. Et l'Ulysse s'est ouverte, du coup, il y a des camarades à eux qui ont voulu venir, qui ont voulu participer, donc qui, par le jeu, sont venus voir ce qu'était le dispositif et veulent revenir pour participer à ces jeux ou créer des jeux, vu qu'on a essayé de rentrer dans cette phase-là en fin de parcours, pour justement voir les contraintes que peuvent apporter la création d'un jeu, les règles qu'il faut poser, les façons de travailler. Donc c'est très riche. Nous, on continue à jouer avec les jeux, avec des élèves de l'Ulysse, mais des élèves aussi qui ne font pas partie de l'Ulysse, ce qui au départ n'était pas forcément gagné. Donc c'est très positif pour nous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Même si je regarde. Oui, allez-y. Alors moi c'est un peu différent puisque j'ai une classe banale et dans cette classe j'ai 2 enfants qui ont des particularités plus ou moins difficiles. Un qui a des troubles du spectre autistique, bon ça se passe pas trop mal, et un autre qui a des troubles et du comportement et des troubles psychiatriques, c'est un peu plus compliqué. Donc pas d'AVS. Alors tout d'abord pour l'aide que peuvent apporter les compagnons de classe, j'ai l'enfant qui a des troubles du spectre autistique est très aidé, donc il est en grande section maternelle, il a entre 5 et 6 ans. Il est très aidé par un petit copain qui le prend en charge et qui lui explique que des fois, ben non, ça, faut pas le faire. Et puis qui lui explique qu'il doit ranger ses affaires, qu'il doit travailler, enfin qui le prend en charge et qui l'encadre. Alors je fais attention parce que ça n'allait pas trop loin, mais qui l'aide alors que le petit bout de chou, il a 5 ans, quoi. Et ça, je trouvais ça assez épatant. Et puis, donc j'ai utilisé les jeux. Ce sont surtout des jeux individuels. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas la coopération que tu as pu voir, Anthony. Mais il y a eu un déclic avec le gamin qui a des troubles autistiques. C'est un enfant qui a une très mauvaise image de lui-même et qui ne supporte pas du tout l'échec. Et donc, il a pris un jeu qui s'appelle... voilà. Non. Pas grave. Et il s'agit de reproduire une image en utilisant des pièces de bois ou des pièces de mousse, donc en 3 dimensions, topologie. Voilà. Et je lui ai présenté une, alors pas la plus facile parce que c'est un gamin qui est doué, donc il faut lui en donner, mais qui me semblait très simple et échec. Et il vit toujours très mal les échecs, ça part en larmes, enfin bon, là il crise. Et puis bon, j'ai réussi à le relancer, mais il a choisi une carte plus difficile, j'ai accepté. Il a réussi. Et depuis, chaque fois qu'il se trompe, il est capable maintenant, d'abord de plus pleurer, et puis surtout de réessayer, quoi. Ce qu'avant il n'arrivait jamais à faire. Et ça, je pense que le jeu a dû déclencher quelque chose. Voilà. J'avais juste une question pour les enseignants. Je ne sais pas du coup si vous utilisez que du jeu de règles du coup, ou est-ce qu'il y a des jeux de construction parce que... Alors le jeu de construction, il y a quand même une règle. Dans ce cas-là, c'est reproduire une image. D'accord. On est donc dans du pédagogique quand même. Ouais. Moi, dans mon collège, je n'utilise pas de jeu de construction. Par contre, je voulais compléter un peu ce que je disais tout à l'heure. Ce qui peut convenir aux élèves, en tout cas du dispositif, c'est d'être dans la recherche de l'autonomie à travers un plan de travail. Ça marche avec eux. C'est-à-dire leur proposer c'est pas en relation avec votre question, mais je complète. Leur proposer une évolution dans les jeux qui voit leur réussite et qui du coup ils aient envie d'aller encore plus loin et de progresser dans la difficulté. Donc c'est eux qui s'organisent après, donc ils travaillent sur leur semaine, ils peuvent décider à tel moment de faire ça, sachant qu'ils auront leurs travaux à terminer à un autre moment, et ils peuvent voir l'évolution du coup positive, et ça les aide même dans les autres matières à continuer à essayer, à accepter l'erreur, à se relancer et à aussi aider les autres quand ils voient que les autres sont un peu en difficulté et sont en retard entre guillemets, aller leur donner un coup de main. Pour finir, moi bien sûr il leur arrive de jouer à des jeux sans règles, bien évidemment. Et là ils jouent à plusieurs, mais on n'est plus dans le cadre des jeux de ludosens. Je
Juste un petit complément sur le jeu. Ce qui est important, je rebondis sur vos propos concernant au collège, ils ne jouent plus ou moins. En effet, et là aussi ça s'explique, c'est que le jeu, ça a mis plusieurs siècles avant que même des chercheurs, des sociologues ou des philosophes ont commencé justement à travailler sur le jeu. Le jeu n'est pas sérieux. On est dans une perspective très malheureusement taylorienne de l'école, où le plaisir associé doit être souvent différé et non pas immédiat. Alors que le jeu est intéressant. Alors c'est bien d'avoir un plaisir différé après des efforts de pouvoir être récompensé, d'avoir du plaisir, mais on peut conjuguer du plaisir immédiat et du plaisir différé. Le jeu peut procurer justement ce type de plaisir. Et surtout, il y a des jeux où il y a des péripéties qui sont gagnantes et perdantes. Mais à la fin, on n'affiche pas justement la note au stylo rouge. Et donc là aussi, on admet des erreurs et on peut aussi, bien sûr, expliquer certaines réussites. Donc on n'est pas toujours dans ce rapport justement à l'erreur, à l'échec. Mais surtout, vraiment penser au plaisir associé au jeu, c'est assez intéressant. Heureusement qu'il y a eu des grands auteurs qui ont pu, comme Leibniz, etc., sur plusieurs décennies, voire des centaines d'années, de redorer le blason du jeu. Vous savez qu'à l'époque, il y a quelques siècles, il y avait des décrets contre le jeu. Le jeu, c'était souiller son âme, c'était déchoir. Et à partir de là, vous comprenez pourquoi. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Dans les jeux maintenant, on parle de serious game. Donc, vous voyez, il faut que le jeu soit associé, c'est presque un oxymore, à du sérieux. On parle de jeu dangereux. Donc le jeu est associé à dangerosité. Alors qu'on pourrait très bien parler de pratique dangereuse, et non pas de jeu dangereux. Donc voilà pourquoi le jeu aussi est associé au monde enfantin, ce qui est un peu étonnant, mais qui s'explique, et j'aurai pas le temps de développer. Mais ça, c'est important, je pense, de développer aussi le jeu, rendre ses noblesses, et non pas toujours dans le sérieux, dans l'apprentissage. Le jeu a ses vertus de création, d'imagination. Le jeu, c'est du second degré. C'est de la fiction réelle, comme dirait très bien Gilles Brougère, et c'est là où ça devient riche. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur ce que vous avez pu vivre à Créon? Ou pas particulièrement, ça peut s'arrêter là. Ouais. Après, par rapport au jeu de construction, par exemple, je crois que dans le jeu aussi, il faut accepter qu'à l'école, surtout, il y a des choses qui nous échappent et qui se construisent sans nous, avec le jeu. Et ça, par rapport ne serait-ce qu'à la coopération, la rencontre de l'autre, on n'est pas là parce qu'on ne peut pas être un pour deux ou trois quand ils sont en jeu. Et il y a plein de choses qui se jouent et c'est ça, sans nous. Et qui se construisent sans nous. Et dans le plaisir. Donc je crois que ce soit les enfants ordinaires qui disent vendredi on vient jouer, que ce soit ceux de l'Ulysse qui accueillent, et qui se mettent en défi de réussir ou d'aller jouer avec d'autres qu'ils n'auraient pas rencontrés effectivement dans d'autres situations. Oui, on va continuer à jouer, c'est sûr. Et j'avais juste une question complémentaire par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que le jeu soit un support d'évaluation en plus des compétences par rapport à ce que vous avez pu observer? C'est intéressant ce que vous avez observé, qu'un jeu révélait les compétences d'un enfant. En fait, par exemple, là, dans les retours d'évaluation, parce qu'on est un peu dans la période là, moi, les enfants sont pris en photo, par exemple, en train de réaliser un catamino. Et c'est juste ça. Voilà, ça valide la compétence. Donc oui. Vous vouliez... Oui, je souhaitais réagir à différents propos, peut-être notamment sur la question de la polysémie du terme jeu et jouer, parce qu'on voit bien dans nos échanges là que l'on a un jeu qui peut être spontané, que l'enfant, la collégienne, le collégien, lycéen, lycéenne ou l'adulte ou la personne âgée peut mettre en intrigue ou en place seul. Et puis on a un jeu qui a une autre intentionnalité, qui est plus le jeu support, qui est un média et qui lui va soit donner des indications à l'adulte accompagnant la personne, qu'il soit enseignant, qu'il soit parent ou travailleur social ou autre, soit
sur les compétences qui sont en place, sur les habiletés qui sont en train de se mettre en œuvre, sur le renforcement de l'estime de soi. Et puis, on a ce support-là, donc jeu, qui là est utilisé à des fins de renforcement d'habileté sociale, mais on a aussi des moments de jeu, et je pense que le moment du puzzle à la fin, où Jocelyn fait le puzzle, et c'est un support détour quasiment, c'est-à-dire que pendant qu'il est en train de construire son puzzle, il est dans une certaine disponibilité. Et c'est cette disponibilité-là qui fait qu'il se chante l'alphabet. Et du coup, là, on est encore sur une autre utilisation du jeu, mais qui n'est pas le jouer pour jouer dans l'intentionnalité de jouer, où on entre librement, où il n'y a pas de conséquences dans la vie réelle, où on peut établir ses règles. Là, on est bien sur une utilisation du support jeu, du média jeu, et il me semble que c'est ce que Ludosens porte comme projet, et où, par le détour, on a rendu l'enfant, la personne, disponible à cette question-là des performances, des apprentissages ou des habiletés dites sociales. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Mais il y a un certain nombre de jeux, par exemple le memory sonore qu'on a présenté en début d'intervention, qui est vraiment un jeu associé au plaisir, où il s'agit de retrouver les pairs et qui permet d'appréhender le monde à travers les 5 sens, les lotos tactiles, etc. On n'est pas dans de la compétence scolaire. Il se trouve que les écoles qui sont présentes ici ce soir ont utilisé les mallettes Ludosens pour faire évoluer dans les compétences scolaires. Mais ce n'est pas la seule façon d'utiliser ces jeux. Aussi, juste pour jouer, j'insiste. Oui. Oui, aussi juste pour ça, vraiment. Par exemple, le Feel and Fight, là où il faut plonger la main dedans, là on va rien chercher d'autre que oser entrer sa main et se faire plaisir à toucher ou à essayer de deviner. Oui, c'est l'autotactile. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis vous avez tout un tas de jeux autour des émotions qui apportent encore tout à fait autre chose. Vous avez expérimenté les jeux sur les émotions, je crois. L'auto des émotions. Oui. Et vous aussi? Vous faisiez une classe? Oui, voilà. Oui. Vous voulez nous dire un ou deux mots dessus? Et puis on va clôturer le débat avec les émotions. En fait, ce loto des émotions, en fait, on l'a utilisé en atelier APC, entre les ateliers d'aide pédagogique complémentaire en gestion de comportement, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants n'ont pas tous la même perception de l'émotion qui est véhiculée par le visage, on va dire. Et par contre, les élèves de l'ULIS ont beaucoup plus de mal à entrer dedans parce que, en fait, ça ne leur parle pas vraiment et ils ont tellement une représentation. Enfin, je parle des enfants avec autisme, du coup, c'est pas des visages qu'ils vont chercher souvent. En fait, ils sont tellement avec les pictos, les émoticônes que pour eux c'est trop. C'est trop de la réalité. Ouais. Ils ne rentrent pas dedans. Ouais. Et vous? Moi, ce sont des enfants, ils sont rentrés dedans. Tout d'abord, ce loto, c'est un loto sonore, c'est-à-dire qu'ils entendent par exemple quelqu'un qui rit, il faut associer le son à l'image. Et bon, ils ont adoré. Mais ça a été intéressant parce qu'on a pu étudier les émotions à partir des images, à partir du son, après on a réuni les deux et ils ont tous joué ensemble. Donc on l'a fait d'abord ensemble et ensuite c'était le loto classique. Voilà, et ça s'est bien passé. Merci. Mais c'est toujours un peu frustrant parce que en fait les questions sont tellement immenses que c'est beaucoup trop court. Enfin voilà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'abord. On est obligé d'aborder les choses de manière un peu superficielle et j'en suis un peu désolée. On a essayé de balayer très rapidement l'inclusion, l'intégration, le rôle du jeu dans tout ça, mais vous avez dans les plaquettes qui vous ont été remises les coordonnées et les noms des invités. Donc si vous avez envie de revenir vers des personnes pour creuser certaines questions, c'est possible. Et puis j'espère que cette soirée vous a plu et que ça vous a appris des choses et que ça vous a donné envie de vous intéresser encore davantage à toutes ces problématiques.
Voilà.